Basta l'Omerta, c'est le podcast qui agit contre les violences sexuelles. À chaque épisode, nous abordons un aspect des violences sexuelles avec un ou une invitée ou autour d'un débat. Nous sommes un duo mixte pour représenter l'ensemble des victimes. À qui est destiné ce podcast ? Aux victimes qui ont déjà parlé, à celles qui s'apprêtent à le faire ou à celles qui n'arrivent pas à parler. Cette émission est aussi destinée aux proches des victimes et aux personnes qui n'ont pas envie d'en entendre parler. Je m'appelle Pierre Friquet, mon nom d'artiste est Pierre. C'est un peu étonnant ce que je fais, c'est de la réalité virtuelle, c'est-à-dire je fais de la réalité virtuelle. Je suis directeur créatif, artiste numérique, d'expériences immersives. Je fais de la VR, ce qu'on appelle. Et je suis une ex-victime de violences sexuelles. À l'âge de 9 ans, j'étais victime d'un viol. J'ai déposé plainte en 2013. Ça a débouté en fait un classement sans suite. Mais j'aimerais continuer le combat judiciaire. Je suis aussi depuis 4 ans membre d'une association. J'anime un groupe de parole pour les hommes victimes et aussi les personnes non genrées dans un autre groupe pour hommes-femmes et voilà. Donc je suis très content d'être ici. Je peux enchaîner, c'est bon ? Tu peux enchaîner, c'est bon. Ok. Donc moi, c'est Mathilde Beaune. Je travaille dans la formation adulte. Il y a quelques années, on m'a proposé d'animer un groupe de parole de victimes de violences sexuelles, ce qui n'était pas du tout une évidence pour moi. Il a fallu gagner une légitimité sur le sujet et je voulais pas y aller, puis j'y suis allée. Et ça m'a apporté énormément de choses. Je suis plus animatrice actuellement, mais je ressens le besoin de partager via ce podcast plus largement la parole des victimes et des experts sur ce sujet des violences sexuelles, parce que plus je me penche sur le sujet, plus je me rends compte qu'il y a tant de choses à en dire, à en étudier, à en extraire pour faire avancer les combats. T'es OK pour que Arnaud Vohalan, écrivain, plaintier, c'est-à-dire policier qui recueille les plaintes, pornographe on dira après. Alors, aujourd'hui, on reçoit Arnaud Vohalan. Ça va, toi, t'es à l'aise avec... t'as réfléchi à la façon dont tu veux te présenter Oui, moi, de toute façon, j'assume les deux parties. Je suis écrivain et je suis policier. On peut dire seulement mon nom de plume, puisque... Alors, vas-y, je te laisse te présenter, donner ton nom de plume, alors. Oui, donc je suis Arnaud Vohalan. Et donc, j'écris des romans. Et par ailleurs, je suis policier. Je suis plaintier, c'est-à-dire que je prends les plaintes des victimes dans un commissariat parisien. Alors là, je m'adresse plutôt aux plaintiers, pour le coup, avec une question. C'est quoi un dépôt de plainte qui se passe bien ? Et c'est quoi le pire dépôt de plainte que tu pourrais vivre ? Un dépôt de plainte qui se passe bien, c'est un dépôt de plainte qui se passe, déjà. C'est-à-dire où la victime repart en ayant signé sa plainte et elle va être transmise au parquet. Donc le pire dépôt de plainte que je pourrais vivre, c'est que la personne se lève et se casse. Néanmoins, c'est ce que j'invite les gens à faire s'ils se sentent pas bien avec le policier. Il y a beaucoup de policiers en France. Si on se sent malmené durant le dépôt de plainte, c'est pas la peine peut-être d'insister avec ce policier-là. Mais bon, on est quand même de mieux en mieux formés, donc ça devrait pas arriver. Ok. Donc ça, effectivement, on peut arrêter un dépôt de plainte, partir, aller dans un autre commissariat. Il n'y a pas de traçabilité, finalement, de ce qui a déjà été fait. C'est-à-dire si on n'a rien signé et qu'on est parti en cours de dépôt de plainte, non, il n'y a pas de traçabilité. On dit juste je vais aller déposer plainte ailleurs. On n'a pas de raison de dire à quelqu'un il vaut mieux aller déposer plainte sur le lieu des faits. Par exemple, c'est sûr que c'est plus pratique pour l'enquête. Si vous avez été victime dans le 1er arrondissement de Paris, par exemple, peut-être qu'il vaut mieux aller déposer plainte dans le 1er arrondissement de Paris parce que l'enquête aura de toute façon lieu là. Mais vous pouvez déposer plainte à Marseille parce que vous étiez juste en week-end à Paris, il n'y a aucun problème. Marseille, les policiers de Marseille ou les gendarmes d'un village sont capables d'envoyer la procédure dans le 1er arrondissement de Paris et ce sera suivi, il n'y a aucun problème. Donc voilà. Ok, très bien. Tu te souviens de la première fois que tu as reçu une plainte ? Quelle était la première fois en fait ? Et comment ça s'est passé ? Non, je me souviens pas de la première plainte que j'ai prise malheureusement. Je me souviens vaguement de mes premières auditions quand j'étais encore élève. Gardien de la paix et que j'étais en stage. Je me souviens de mes premières auditions d'auteur, de mes premières
audition de plainte, vaguement. Mais non. Après, j'ai fait d'autres choses dans la police. Et quand je suis devenu plaintier, j'avais déjà pris des plaintes. Donc, non, je peux pas te dire les premières. Je me souviens de certaines plaintes. Il y a des plaintes qui m'ont marqué plus que d'autres, oui. Et en off, en fait, avant, quand tu es venu, on a parlé un peu de tout. Et ensuite, on a parlé du 11 septembre, si je me souviens bien. Et tu t'es senti, en fait, traumatisé par l'événement. Et pendant 9 mois, tu as suivi CNN et ça t'a aidé à gérer, c'est ça, l'émotion. Donc, tu as été victime d'un traumatisme, en fait, c'est ça, psychologique? D'un traumatisme et d'une fascination, quelque part. C'est-à-dire que je me sentais pas sur le moment... Maintenant, je comprends que sûrement j'étais traumatisé. Mais sur le moment, je ne me sentais pas traumatisé. C'est-à-dire que c'était une période de ma vie où, de toute façon, j'avais pas grand-chose à faire, j'avais beaucoup de temps libre. J'étais très jeune, finalement. Et donc tout mon temps libre, je l'ai passé à regarder CNN. Au début, les premiers jours, à regarder les tours tombées inlassablement, comme quelqu'un qui revit le trauma pour essayer de s'en débarrasser. Et puis après, parce que ça me passionnait, quoi, de regarder CNN, c'était passionnant. Et puis du coup, j'ai appris à parler anglais, du coup, c'était bien. Tu peux sentir un parallèle, en tout cas, quand tu entends une personne victime de violences sexuelles qui parle justement de ce traumatisme, qui a des syndrome de stress post-traumatique, donc de PTSD, comme tu l'avais dit. Est-ce que tu fais un parallèle avec ce que toi, tu as vécu avec ça ou un autre événement de ta vie? Oui, certainement que quand j'écoute quelqu'un, je me sers de mon expérience dans la vie, donc de la mienne, de celle de mes amis, de celle de tous les gens que j'ai entendus dans la vie. De plus, mes 2 parents sont psy, donc certainement que j'ai une écoute déjà de base familiale différente de celle de quelqu'un dont les parents sont charcutiers, qui, en revanche, certainement s'y connaissent beaucoup mieux en saucisse que moi. Comment est-ce que tu t'es formé, en fait, sur le dépôt de plainte? Pourquoi tu as choisi? Parce que tu as dit que tu as fait des choses avant dans la police. Non, mais alors moi, j'aime bien changer, j'aimais beaucoup être policier quand j'étais îlotier, notamment, j'aimais beaucoup patrouiller à pied dehors, dans Paris, c'était très bien. Et puis un jour, j'ai voulu faire de la procédure, donc... J'ai été un petit peu au groupe d'enquête préliminaire, mais la charge de dossier, c'est pas forcément quelque chose qui me plaisait énormément. D'avoir 300, 400 dossiers sur mon bureau, ça peut être une charge difficile. Donc, je suis allé aux plaintes, c'est-à-dire que je reste dans un service d'enquête, mais je n'ai pas de dossier. Je fais les premiers actes de l'enquête, c'est-à-dire je recueille la main courante ou la plainte. Dans certains cas, je fais l'avis parquet, je lance les premières réquisitions et je passe la main à un enquêteur. Parfois un enquêteur spécialisé, parfois un enquêteur de ma propre brigade, etc. Et en interne, comment est-ce que c'est considéré le rôle de plaintier? Est-ce que c'est considéré comme quelque chose de gratifiant? Est-ce que c'est considéré juste comme un premier accueil, pas forcément Non, clairement, intéressant, je suis l'assistante sociale de service. Non, c'est pas gratifiant. C'est-à-dire que non, c'est pas un rôle qui est bien vu spécialement parce que finalement, on n'est ni enquêteur, donc voilà, ni sur le terrain, donc voilà. C'est un peu... C'est pas particulièrement gratifiant, mais c'est gratifiant individuellement, personnellement. C'est-à-dire que je rencontre des gens toute la journée. À Paris, intramuros, on rencontre des gens de partout dans le monde, de tout milieu social. C'est passionnant. Après, dans la police, non, ce qui est bien vu, c'est plutôt le côté... c'est plutôt le raid, c'est plutôt les hommes d'action qui sont bien vus. Et plus on est vers le social, vers l'écoute, plus c'est considéré comme un truc... peu viril et donc peu recommandable. C'est intéressant du coup d'avoir ton retour là-dessus. J'aimerais bien revenir sur quelque chose dont on a parlé aussi. Tu nous as dit, parce que Arnaud, toi et moi on se connaît déjà un petit peu, on s'est déjà vu et effectivement il y a quelque chose qui a changé chez toi. Maintenant tu as le droit d'avoir de la pilosité au visage. Tu m'en as parlé tout à l'heure. Oui, c'est vrai, c'était pas... ça je l'ai vu changer en cours de carrière, comme les tatouages. On n'avait pas le droit d'avoir de barbe ni de tatouage apparent. Et ça a changé il y a quelques années. Avec la mode, quoi. C'est-à-dire, ça commence à être difficile de recruter des jeunes gens et de leur interdire. Voilà, ce genre de choses. C'est quoi le tatouage que tu as? Est-ce que c'est ACAB? Non, celui-là pardon. sur le front. Désolé. J'ai évité la blague sur la croix gammée, mais pardon. Ok. On a parlé un petit peu de la formation. Du coup, toi, tu disais que tes 2 parents étaient psy, donc tu avais déjà une histoire de l'écoute
qui était familiale. Est-ce que tu t'es formé tout seul au recueil de plaintes? Est-ce que tu t'es formé en cours de route? Ou est-ce qu'il y a eu des formations en interne? Oui, il y a des formations en interne, c'est-à-dire que il y a des stages, on se forme forcément sur le tas. Au début, on est forcément nul, je pense. Surtout comme moi, on vient de la voie publique et donc d'une approche... même quand on vient de procédure, d'ailleurs, parce que je venais aussi de procédure, je venais des deux. Quand je suis arrivé aux plaintes, on a une approche, oui, mais il faut que ça donne quelque chose, quoi. Il faut que la plainte, faut qu'on ait des témoins, faut qu'on ait des preuves, faut qu'il y ait le procès derrière. Qu'est-ce que vous voulez déposer plainte pour rien? Et puis je me suis rendu compte que non, en fait, de toute façon, même une plainte qui va être classée tout de suite parce qu'on n'a aucun élément, il faut quand même la recueillir parce que la personne en a besoin. Elle a besoin qu'un policier en uniforme lui dise ce qui vous est arrivé, c'est interdit et c'est pas bien. Et si je pouvais retrouver la personne, elle serait probablement punie. Malheureusement, je ne peux pas la retrouver parce que je suis policier, mais je ne suis pas magicien. Si j'ai aucune piste, ça va être impossible. Mais même cette plainte contre X sur un agresseur d'il y a 5 ans, même si les faits sont prescrits d'ailleurs, c'est pas à moi de dire qu'ils sont prescrits, c'est au magistrat de le faire. Donc voilà, et surtout bien sûr quand il s'agit de violence sexuelle où la personne a besoin d'être écoutée. Il m'est déjà arrivé notamment, si je peux me permettre de raconter une anecdote, qu'une jeune femme vienne me voir en me disant qu'elle avait été violée quand elle était enfant par un homme qui était mort depuis. Et que donc, évidemment, forcément, il n'y avait aucune plainte à déposer. Et j'ai quand même recueilli une main courante en lui disant, il est vrai que je ne peux absolument pas vous dire qu'un jour cet homme sera déclaré coupable, puisque la mort est une action publique tout de suite, de fait. Néanmoins, moi, je peux vous déclarer, vous, innocente, vu l'âge que vous aviez et les faits qui se sont passés. Et elle s'est effondrée en larmes, et elle était contente, elle est partie avec son papier. Voilà, c'est aussi ça mon métier, même si... d'un point de vue pénal, ça ne sert à rien. Je pense que tu es un magicien, parce que ce que tu viens de dire, ça peut vraiment en fait transformer une personne. Pour situer un peu un contexte, donc j'anime des groupes de parole depuis 4 ans et je lui dis peut-être centaines de personnes, c'est exagéré, mais il y a vraiment une attente sur le dépôt de plainte. Il y a vraiment en fait une charge symbolique qui nous on essaye de désamorcer en fait en amont en disant voilà, c'est une étape dans un parcours policier ou judiciaire, une enquête et tout ça, mais il y a finalement beaucoup comme j'ai dit, d'espoir qu'il y a une sorte d'autorité, que ce soit incarnée peut-être par la personne qui prend la plainte, l'enquêteur ou l'enquêtrice, ensuite ou le juge ou autre, va dire ce qui va vous arriver n'est pas bien et interdit, comme tu l'as dit. Vous êtes innocent, c'est pas votre faute, cette personne est coupable. Voilà. Donc juste, pas forcément ces mots très précis, mais ce que tu viens de dire, je sais que des milliers de victimes seraient absolument enchanté. Il trouvait ça ce moment magique pour eux et pour elle d'entendre vraiment, au-delà d'entre l'interstice de la procédure, d'entendre ces mots-là, quoi, parce que je sais que ça a énormément d'impact positif. Certainement, mais d'ailleurs c'est pour ça que je continue à ce poste alors qu'il n'est pas particulièrement gratifiant. Après, il n'est pas plus mal payé qu'un autre, hein. On est tous policiers à la même enseigne, donc voilà. Moi, c'est un poste en tout cas que je trouve très dur physiquement et émotionnellement, parce que je reçois beaucoup de souffrance. Et maintenant que je sais le faire, puisque ça fait longtemps que je suis à ce poste, j'estime que ce serait dommage que quelqu'un d'autre le fasse, puisque je sais le faire et que moi je peux gérer toute la souffrance que je reçois. Passer la main à un jeune flic qui va en prendre plein la gueule et potentiellement pas gérer, est-ce que c'est bien? J'en suis pas sûr. Ouais. Il y a un truc que tu as dit aussi tout à l'heure qui était très très intéressant, les attentes des victimes dont parlait Pierre aussi. Il y a aussi pas forcément de compréhension de la différence de rôle entre police et justice. C'est-à-dire que les victimes attendent des reconnaissances institutionnelles, mais sans savoir est-ce que c'est le policier qui va condamner la personne, l'agresseur? Est-ce que c'est la justice? Est-ce que le policier va faire quelque chose pour moi? Est-ce que ça va aboutir à de la justice? Est-ce que je suis obligée de passer par le policier pour arriver à la justice? Ça, il y a une grande méconnaissance du public aussi. Oui, et une grande méconnaissance des mécanismes judiciaires. Et c'est dommage que la police et la justice ne communiquent pas plus. Après, on essaye de communiquer.
aussi. Est-ce que c'est bien entendu, je ne sais pas. Il y a des affaires où on ne peut pas prouver que la personne est coupable. C'est comme ça. Voilà. Donc c'est triste pour la victime. Mais la plupart des victimes ne veulent pas... déjà, la plupart des faits ne sont pas forcément des faits très graves. C'est-à-dire qu'on peut être traumatisé par une agression sexuelle où on s'est trouvé, je sais pas moi, coincé dans un ascenseur avec un type qui nous a roulé des grosses pelles alors qu'on voulait pas. C'est grave, c'est sérieux, mais ça n'est pas forcément quelque chose pour lequel on pourrait être condamné à de la prison ferme, par exemple. Et ça n'est pas forcément ce que la victime veut. Dans bien des cas, la victime, il suffit que le gars soit convoqué et qu'on lui dise « Bon monsieur, d'accord, vous étiez hyper ivre, mais quand même rouler des pelles à une dame dans l'ascenseur, c'est vraiment grave, parce qu'elle, ça se trouve, elle s'est vue mourir, elle a cru que vous alliez la violer, elle a vu toute sa vie défiler, enfin ça peut potentiellement être gravissime, même si après vous êtes allé vous coucher et vous n'avez rien fait de plus. Mais réaliser la gravité de votre truc, et après un rappel à la loi et rentre chez lui. Souvent les victimes, elles veulent juste ça, elles veulent juste que la personne se fasse engueuler, voilà. C'est comme les violences, par exemple, les violences sexuelles sont toujours gravissimes, parce qu'on voit toujours sa mort. Les violences tout court, ça dépend de la victime, c'est-à-dire que prendre une claque dans la rue, ça peut être, selon ce qu'on a vécu dans sa vie, un traumatisme terrible, ou rien du tout. Et c'est compliqué le ressenti des personnes, et c'est compliqué de... la justice, c'est compliqué de rendre justice, parce que il faut se mettre à la place de la victime, il faut aussi se mettre à la place de l'auteur, c'est-à-dire est-ce que quelqu'un qui a fait une crise de violence dans sa vie et qui a pété la gueule de quelqu'un mérite de passer 1 an enfermé en prison alors qu'il pourrait aller voir un psy, par exemple. Moi, je sais pas, c'est pas à moi d'ailleurs de répondre à ça. Moi, je suis absolument pas là pour ça. Je serais incapable d'être magistrat et de rendre la justice, et je n'endormirais pas de la nuit. Ah, c'est hyper intéressant, là, vraiment l'énorme fossé qu'il y a entre le ressenti et les attentes des victimes et les réponses judiciaires qui sont plus ou moins adaptées à leurs besoins. À un moment, il y avait, je crois que c'était Caroline de Haas qui avait fait une nouvelle de fiction en imaginant un tribunal du futur qui serait un peu sur le modèle des arbres à palabres en Afrique, où en fait il y aurait plutôt une rencontre entre justement les agresseurs, les victimes. Alors évidemment dans un cadre bienveillant, bien sûr, on va pas confronter des victimes à des agresseurs si ça ravive un traumatisme, mais où effectivement c'était un temps d'échange et de parole. Pourquoi vous avez fait ça ? Dans les pays où ça existe, la justice qu'on appelle la justice restaurative, les victimes rencontrent les auteurs mais qui ne sont pas leurs auteurs. C'est-à-dire on rencontre un auteur d'une agression similaire, mais pas le nôtre. Donc l'auteur n'est pas confronté à sa victime et la victime n'est pas confrontée à son auteur. Et néanmoins ils discutent et souvent ils se mettent à pleurer et c'est magnifique. Et la victime ne veut pas du tout que la personne soit punie. Enfin, moi quand je vois par exemple des personnes qui disent sur les réseaux sociaux il faudrait leur faire des tortures nanana, génitales, nanani, les pédophiles, les machins, des choses extrêmement violentes, souvent c'est pas du tout des victimes. Les victimes ne veulent absolument pas encore plus de haine et de violence et de souffrance sur Terre. Elles veulent que la personne soit empêchée de nuire. Elles veulent que la personne soit enfermée, soit punie, soit éloignée des victimes. Par exemple, pour les prêtres, les gens voulaient surtout qu'ils soient plus prêtres, qu'ils soient plus jamais en contact d'enfants dans une église. Ils voulaient pas spécialement que le type passe ses jours dans un cachot. Les victimes ne sont pas méchantes, les victimes sont victimes, c'est tout. Tu as employé l'expression « voir sa mort », j'ai jamais entendu, ça c'est vraiment intéressant, de cette sidération, en fait, de la réaction d'une victime. Mais là où j'aimerais raconter ton expérience, entendre ce que tu as du coup été témoin, c'est en fait ce qu'on appelle la confrontation. Parce qu'il y a beaucoup aussi de mythes, de préjugés, d'attentes, de peurs, d'appréhension. Lors de la confrontation ? Ouais, alors, est-ce que tu peux parler de manière un peu ce qui se passe de manière objective, et après, tu peux apporter une anecdote, la pire, la mauvaise, la meilleure, quelque chose, ouais, sans... Sur ce moment judiciaire qu'on appelle la confrontation, oui, alors... alors moi j'en fais plus depuis longtemps et j'en ai fait assez peu, mais quand même j'en ai fait et c'est un acte que je connais bien. Déjà il faut le faire parce que c'est comme aller voir le médecin judiciaire quand il y a des blessures, quand il y a des choses à constater, c'est chiant, mais c'est comme déposer plainte, ça fait partie d'un parcours judiciaire et il faut se présenter au procès, et pour qu'il y ait un procès il faut s'être présenté à la confrontation, et pour qu'il y ait une confrontation il faut avoir déposé plainte, et pour avoir déposé plainte il faut avoir été agressé, donc tout ça est affreux. Et s'il y a des blessures, faut aller à l'hôpital, etc. Prendre rendez-vous avec le médecin judiciaire. C'est tout être victime est horrible et c'est pas de tout repos et c'est des
Et c'est des taxis qu'on va prendre, qui sont pas remboursés. C'est pas bien d'être victime. C'est pas une partie de plaisir. C'est comme être malade à l'hôpital. On peut toujours dire, mais la bouffe est dégueulasse à l'hôpital. Bah oui, mais c'est comme ça. Être malade, c'est pas une partie de plaisir. Être hospitalisé, ça l'est pas. Et être victime et aller dans un procès, ça l'est pas. Et la confrontation, ça fait peur. Mais il faut le faire. Donc c'est un moment où on va être... moi, j'ai déjà mené des confrontations, oui, donc... On redit à l'auteur en fait ce que la victime a déclaré qui s'était passé dans sa plainte. L'auteur dit ah ben non, c'est pas du tout, ça s'est pas du tout passé comme ça, voilà ma version. Ou l'auteur reconnaît les faits, il dit bah oui, ça s'est passé comme ça, etc. Principalement c'est pour ça. C'est un acte qui il faut le faire quoi. C'est pas que c'est utile, c'est pas que l'auteur va spécialement être de bonne foi, c'est que c'est quand même plus difficile devant sa victime de dire bah non, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais dit ça, j'ai jamais machiné, que si on franchit pas ce moment-là. Alors après, bien sûr, on fait attention, on fait en sorte de laisser partir la victime en premier, de retenir encore l'auteur dans le commissariat longtemps pour que la victime ait le temps d'avoir filé, de manière à ce qu'il, si on laissait partir l'auteur en premier, il attendrait potentiellement sa victime à la sortie du commissariat ou à l'entrée du métro et l'assommerait. Donc on fait attention à tout ça. On fait attention, c'est des choses qui sont pensées, on n'est pas que cons. On se fait souvent passer pour des gros cons pour que les gens nous parlent. Donc souvent les policiers n'ont pas l'air particulièrement intelligents, mais si vous aviez l'air particulièrement intelligent, vous n'obtiendriez pas forcément grand-chose des gens qui sont en audition dans votre bureau. Donc ça se passe en fait, c'est un bureau, ça peut être comme un bureau où il n'y a que en fait, étant présent, victime, agresseur. Des fois, il y a d'autres enquêteurs, parce que c'est des bureaux, il y a souvent 4 enquêteurs dans le même bureau, pour des raisons tout simplement de locaux. Moi, j'ai un bureau tout seul, donc la victime est seule avec moi. Souvent, c'est ce qu'on dit aux victimes, demander un endroit privilégié, parce que moi, je parlerai après de ce qui est passé pour moi, mais il y a aussi quand je dis par exemple aux victimes qu'ils ne sont pas en fait en face, qu'ils ne vont pas parler directement à l'agresseur, c'est un énorme soulagement. Quand je dis en fait, quand j'explique ce qui se passe, c'est donc sciemment c'est le policier, la policière qui fait qui anime en fait. On oui, s'adresse. C'est des questions et des réponses, bien sûr. Ouais. Donc on s'adresse au policier, on ne s'adresse pas en fait à l'agresseur. Donc, non. Voilà. Après il y a une stratégie souvent qui est l'avocat de l'agresseur qui dit genre tais-toi quoi. C'est le stratégique. Oui, voilà, souvent il y a un avocat qui. Mais bon, quand même, on arrive à obtenir des choses quand même. Puis c'est un moment de la procédure qui doit avoir lieu. C'est comme ça, c'est pas moi qui en décide. Et voilà. Justement, je voulais revenir sur ça. Tu sais, quand tu dis il faut porter plainte, il faut aller à la confrontation. Quand tu dis il faut, est-ce que c'est plutôt pour toi, parce que ça fait partie d'un parcours comme d'un parcours de soins, tu faisais la comparaison avec l'hôpital, est-ce que c'est plutôt pour une question militante où tu te dis plus on fait apparaître des faits de violences sexuelles, plus on les documente? Pourquoi tu dis il faut, selon toi? Les deux, pour la documentation, pour la procédure, c'est-à-dire que c'est comme recueillir des preuves, c'est-à-dire que si il y a eu des violences sexuelles, que potentiellement il y a du sperme de l'auteur sur vos vêtements et que moi je vous demande votre pantalon, et ben vous appelez votre maman pour qu'elle vous donne un nouveau pantalon et que moi je puis prendre l'ancien où il y a du sperme. C'est comme ça et pas autrement, sinon ça sert à rien de faire la plainte si vous me donnez pas le pantalon. C'est tout. C'est-à-dire que moi, mon but et mon espoir, c'est quand même que l'auteur soit condamné. Après, ça ne sert à... Parce que des gens vont enquêter. Et enquêter, c'est très dur. C'est un boulot épouvantable d'être enquêteur. De manière générale, être policier est un des métiers les plus difficiles qu'on peut envisager de faire. Donc si vous n'êtes, entre guillemets, pas une bonne victime, c'est comme quand vous êtes un patient à l'hôpital et que vous êtes, entre guillemets, pas un bon patient, on va vous soigner quand même. Mais forcément, potentiellement des fois moins bien, et si vous êtes un mauvais patient à l'hôpital, vous augmentez vos chances de mourir, et si vous êtes une mauvaise victime au commissariat, vous augmentez vos chances que l'auteur s'en sorte, c'est tout. C'est juste une question de logique. Mais c'est vrai que ça peut être compliqué parce que il y a évidemment le ressenti et le traumatisme de la victime qui vient rentrer et se fracasser évidemment sur cette logique qui est logique, on est d'accord. Et qui est la réalité, et on est hyper ingrat. C'est-à-dire que quand on n'a personne en garde à vue, quand on n'a aucune chance d'identifier ce X, on va vous dire ouais, la plainte, bref. Et puis un jour, on a quelqu'un en garde à vue. Et puis là, on vous appelle à 2h du matin, on vous dit, alors, il faut venir tout de suite. Et là, on vous fait venir dans un commissariat de police, on vous montre 4 mecs derrière une glace sans teint, et on vous dit, c'est lequel ? Parce que là, on a des mecs en garde à vue, et là, on a besoin de votre témoignage, et là, on a besoin de vous. Que vous soyez témoin ou victime, ou complice qui a décidé de balancer. Donc, c'est hyper ingrat. C'est-à-dire que si on vous dit vite, c'est maintenant, ben, vous appelez votre patron, vous dites je peux pas, je suis convoqué au commissariat. C'est comme ça, la vie s'arrête pour nous. Parce que la procédure judiciaire, elle est au-dessus de la vie normale.
super intéressant. Enfin, c'est fascinant, mais je répète. Et est-ce que tu as un exemple, en fait, d'un dépôt de plainte ou d'une confrontation? Est-ce que tu te souviens d'une anecdote, en fait, qui Si tu as le droit de le dire, je sais pas. Je me souviens d'une anecdote lors de la confrontation où moi-même j'étais victime et bon, en l'occurrence, c'était des violences sexuelles. J'étais tout jeune, j'avais fait du stop et le type avait sorti son machin dans le camion. Il avait voulu une fellation. Bon, bref. Et moi, j'étais pas tant que ça traumatisé, mais quand même, je l'avais fait parce que je me suis dit, mais le mec aurait pu le faire à quelqu'un de potentiellement plus fragile que moi, qui en aurait été beaucoup plus traumatisé, qui l'aurait fait, potentiellement, qui l'aurait sucé pour être tranquille. Donc, j'ai déposé plainte, ne serait-ce que pour qu'on ait son ADN et tout et tout. Et pendant la confrontation, il m'a demandé une clope. Voilà. Donc c'était rigolo. L'OPJ a rigolé. Elle a dit qu'elle avait jamais vu ça. Enfin, voilà. Parce qu'il était un petit peu sans gêne. Mais de toute façon, il faut être un petit peu sans gêne pour faire ce qu'il a fait. Donc quelque part, c'était cohérent. C'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé après, en fait, après la plainte? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors après la plainte, il y a eu je suis allé au tribunal et je sais pas à combien il a été condamné parce que les audiences durent jusqu'à 2h du matin. C'était le jour de mon anniversaire et il y avait une soirée qui m'attendait. Et donc j'ai fait attendre mes amis le plus longtemps possible mais j'ai fini par rentrer, fêter mon anniversaire et donc je ne saurais jamais à combien l'auteur a été condamné. C'est vrai, mais c'est incroyable que ça... Donc il y a eu, le fait que ça arrivait au procès, c'est déjà, oui, c'est super. Ça dépassait 75% à peu près. Moi j'ai passé un super anniversaire à regarder plein d'audiences qui n'étaient pas la mienne, mais voilà. Et tu t'es bourré la gueule, enfin genre. Après oui, quand je suis arrivé chez moi, donc tard, hein, mais bon, oui. Tes amis savaient? Oui, mes amis savaient que j'étais au tribunal, ils attendaient. Waouh, c'est incroyable. Et donc, ok, c'est intéressant. Et jamais plus entendu parler, quoi. Du gars, non. Mais ça ne m'intéresse pas particulièrement. Enfin, moi, j'ai réellement déposé la plainte pour qu'on ait son ADN et que ce soit plus compliqué pour lui de refaire ça à l'avenir. Et puis qu'il comprenne peut-être que ça ne se fait pas, parce que dans son esprit, il a tenté sa chance. Il a vu. D'ailleurs, on ne sait pas ce qu'il a vu parce que j'étais assez androgyne, j'étais gamin. Et donc, l'OPJ lui a demandé: est-ce que tu as vu un homme, est-ce que tu as vu une femme faire du stop sur le bord de la route? Il a répondu: je ne sais pas, j'ai vu une possibilité de faire du sexe. Donc, c'est à quel point j'étais un objet pour lui, quoi. Comme il t'aurait demandé une clope, d'ailleurs. D'ailleurs, exactement. Même chose. Ouais. Mais dans son esprit, il a tenté sa chance comme si c'était une chance qui se tentait de cette manière. Parce que c'est quand même allé vite. Le gars m'a offert une cigarette, d'ailleurs. Je l'ai allumée. J'avais même pas fumé la moitié de la clope, qu'il avait déjà sorti son sexe sans me prévenir qu'il allait faire ça. Donc c'est quand même bizarre. Est-ce que tu as écrit sur ça, en fait, en tant qu'écrivain? Est-ce que tu as travaillé cette matière biographique? Alors, non. Oui, un peu, mais c'est affreux ce que je veux dire. Je sais pas si je peux dire ça. Parce que je suis pornographe, moi. Donc, pas principalement. C'est-à-dire que dans mes romans, il peut y avoir des scènes érotiques, mais c'est pas principal. Mais j'écris des nouvelles érotiques. Je peux dire le nom de mon éditeur, à la Musardine, parfois. Et dans une ou deux, il y a des espèces d'agressions sexuelles, mais qui se passent bien, entre guillemets. C'est-à-dire que, bon, voilà... Mais c'est de la fiction totale. Enfin, mais c'est pas des agressions. C'est des fantasmes, en fait. Mais ça, c'est vrai que c'est important de le redire. Parce qu'il y avait eu un sondage, je sais pas trop quoi, que souvent d'ailleurs les hommes masculinistes aiment beaucoup ressortir en disant: oui, mais vous vous rendez compte, 65 ou 85% des femmes, leur premier fantasme, c'est le viol. Bah oui, alors non, mais c'est la mise en scène de viol, hein. C'est pas le vrai viol. Hein. Voilà. C'est bien de le préciser. Les sadomaso, par exemple, ils aiment bien être fouettés, mais c'est une mise en scène de fouetter. Hein. En Arabie Saoudite, se faire fouetter quand on est puni, ça n'a pas la même figure. Faut se représenter que les viols dans les donjons sadomaso et les coups de fouet dans les donjons sadomaso ne sont pas ceux de la réalité, de Daesh, etc. Enfin, donc les gens qui disent ça sont des gens qui ne connaissent rien au fantasme sexuel. Un fantasme sexuel est une mise en scène. Donc en fait, il y a un consentement. Il y a un consentement et on sait ce qui va se passer. C'est-à-dire que si mon fantasme c'est de coucher avec la mère Noël avec un carillon, je sais que la personne va faire jingle balls comme ça, déguisée en mère Noël, et c'est mon fantasme. Et donc elle est d'accord pour faire ça. Elle le sait d'avance, parce que sinon d'où vient le costume et le carillon? C'est très spécifique. C'est très spécifique. Et donc, si vous voulez vous faire tirer par des rennes, envoyez Noël.
Pardon. Non, continue. C'est quoi ton tatouage du coup? C'est quoi? Mais non, je suis fort tatoué. Et je suis très pudique des tatouages, je ne les montre pas, mais comme il n'y a pas de caméra, il n'y a qu'un micro, je peux les montrer à vous. Et vous les décrivez si vous voulez. D'accord. Rien, c'est pas vrai. Je Quoi, suis tout nu. Freestyle. Là, je suis en train de me déshabiller. Je vous le dis. Non, mais j'ai un tatouage qui est pas mal, là. Regardez. Alors ça, moi, je l'ai jamais vu, par contre. Alors, Il y a un jeu de cartes. c'est vraiment un tatouage comme on l'imagine, quoi. C'est-à-dire que quand on tape tatouage sur Google, on a ce tatouage. Qu'est-ce qui est marqué? C'est une femme. peu Il y a, Pin-up. il y a marqué Manzoen, donc la ruine de l'homme. Ok. Ok, donc c'est une pin-up avec des cartes. Comment décrire? Un cocktail qui est assis et qui monte, qui en jartel. On voit ses fesses. Ouais, il y a tous mes problèmes, quoi. J'aime trop les femmes, j'aime trop le martini et les jeux au casino. Tout est là. Voilà, juste pour clarifier à l'antenne, c'est pour revenir sur le sujet du fantasme, entre la différence entre le viol et la mise en scène du viol. Le viol est évidemment un acte horrible, criminel, qui entraîne de la douleur, d'un traumatisme, post-traumatisme, syndrome de post-traumatique. Voir sa mort, on peut voir sa mort. On peut voir sa mort, effectivement. Par exemple, Madame Kardashian, quand on lui a enlevé sa bague, elle a été ligotée. Les gens, c'était affreux. Les gens disaient, ah mais c'est bien fait, la bague valait 9 millions, nanani. Mais elle sait pas pourquoi on la ligote. Elle se retrouve par terre ligotée. Elle a vu sa mort, sûrement. Elle s'est dit, ça se trouve, je vais me faire violer, je vais me faire égorger. La victime ne sait pas. C'est comme le nombre-pi, on sait quand ça commence, on sait pas quand ça s'arrête une agression. Donc même quand vous êtes un mec gentil mais bourré et qui foutez une main aux fesses, la fille elle sait pas qui vous êtes et jusqu'où vous allez aller si vous allez pas la suivre chez elle et l'égorger. Donc il faut pas faire peur aux dames, c'est pas bien. Toi qui as récolté la plainte. Attends, juste je De voulais qui- finir De qui? du coup De sur Kardashian? la... Pas du tout. Je voulais finir sur la différence du coup entre viol, donc on a clarifié ça, voir sa mort, alors que la mise en scène du viol, ça s'apparente plutôt à une déresponsabilisation sexuelle, où finalement on se dit, j'accepte que l'autre, finalement, en mettant des bornes, en mettant des mots de sécurité, j'accepte finalement de ne plus prendre la responsabilité sexuelle et que l'autre... Oui. Alors c'est au-delà d'accepter. Hein. Je pense que si on aime les mises en scène de viol, faut y être quand même à l'initiative. Si c'est le violeur qui veut faire ça et que vous n'êtes pas hyper chaud, il vaut peut-être mieux pas le faire. Je pense que de manière générale, c'est le soumis, c'est le violé qui doit définir les bornes. C'est pour ça que d'ailleurs dans les relations de sadomaso, à mon sens, c'est le soumis qui détermine, qui commande en fait, puisque c'est lui qui dit où ça s'arrête. Alors, c'est un jeu de rôle en fait, enfin plus qu'une mise en scène de viol, c'est un jeu de rôle avec actif-passif, avec en fait un dialogue, une entente, un safe word. Il y a tout un protocole. Des fois, ils les font pas. Le safe word, c'est pas forcément la peine quand on connaît bien la personne, mais sinon oui, il faut avoir. Ça m'est déjà arrivé, tiens, d'expliquer à quelqu'un comment ça doit se passer. Dans le cadre de tes fonctions. Oui, une dame était venue me faire une main courante. Le gars était allé trop loin, mais elle voulait pas non plus déposer plainte parce que quelque part, il avait rien fait, mais elle se sentait pas hyper safe avec lui, et donc elle voulait des billes pour ne plus le revoir, quoi. Et parce qu'elle était plutôt soumise, et donc elle avait cherché un maître, je sais plus, et donc elle a fait une main courante. Et donc je lui ai expliqué, je lui ai dit non, mais là, la séance aussi, il fallait peut-être en parler plus avant. Il faut pas rencontrer des mecs comme ça sur Internet. Peut-être il vaut mieux aller dans une boîte sadomaso. Il y aura d'autres sadomaso dans les pièces d'à côté, au cas où. Peut-être qu'il vous faut prévoir un safe word. Peut-être qu'il faut pas se forcer à faire un truc si on est mal à l'aise pour le faire. Peut-être qu'il vaut mieux essayer de faire des trucs sadomaso avec un mec normal au départ que de rencontrer directement un mec sadique qui, lui, sait ce qu'il veut et que peut-être il va aller trop loin. Parce que je pense que le gars non plus s'était pas du tout rendu compte qu'elle était pas bien à l'aise, quoi. Enfin... Comment toi tu changerais les choses? Comment améliorer l'accueil des victimes? Si tu étais un magicien, encore un super magicien. Encore un magicien que t'es. Baguette magique, au niveau de la loi, qu'est-ce que tu changerais au niveau des effectifs, au niveau de ton travail en fait? Comment tu pourrais améliorer l'accueil public? Comment tu peux améliorer ton travail? Non, c'est déjà sur la très bonne voie. Moi, ça fait 17 ans que je suis policier, je n'ai constaté que du mieux. Donc juste continuez comme ça, les gars, c'est bien. Et dernière petite chose, c'est quoi un pornographe? Comment tu peux décrire ton activité d'écrivain? Comment tu utilises ton métier donc de policier dans ton métier d'écrivain? Et tu peux parler de ton dernier livre. Ouais. 3 questions. Mon dernier livre, c'est mon journal de confinement d'ailleurs. Donc ça n'a rien à voir, il n'y a pas du tout d'érotisme dedans.
Comme l'ensemble de la France d'ailleurs. Parce qu'apparemment, il n'y a pas eu du tout de sexualité, ou très peu de sexualité pendant le confinement. Peut-être, oui, peut-être. Et bon, a priori, oui, c'est un jour de confinement où j'étais tout seul. Donc, s'il y a eu une sexualité, elle n'est pas de toute façon passionnante. Mais non, j'aime bien écrire des nouvelles érotiques parce que je commence à savoir le faire. C'est comme prendre une plainte, je commence à savoir le faire. Quand on fait quelque chose pendant longtemps et qu'on en a un peu quelque chose à faire, que ce soit écrire ou prendre les plaintes ou quoi que ce soit qui mobilise un tout petit peu l'intellect, on finit par savoir. C'est comme enseigner, par exemple. Je pense que la première année qu'on a une classe, on est forcément un prof nul, même si on est super. Et au bout de 10 ans, on n'est plus le même enseignant et on est sûrement beaucoup mieux. Bon, bah voilà, moi je suis pas le même policier qu'à 17 ans. Je commence à avoir suffisamment d'expérience. Et donc c'est pour ça que je reste aux plaintes, parce que c'est vraiment un poste où on va mettre les jeunes. Comme c'est très pénible, les gens vont tourner, ils vont rester 1 an ou 2, ils vont partir ailleurs. Et donc, voilà, je pense que c'est un poste qu'il faut valoriser, en tout cas. Il faut dire aux gens, bah, si vous êtes un ancien, si vous avez de la bouteille, bah, justement, retournez aux plaintes, même après avoir fait plein de choses, parce que c'est super, on rencontre plein de gens, on est vraiment utile. Voilà. On n'a pas du tout parlé de ta transidentité, ce qui, je trouve, est une bonne nouvelle, parce que du coup, ça veut dire que... Enfin, pour moi, ça lève, ça veut dire qu'on n'en a pas besoin en même temps. Oui. Mais toi, peut-être que tu as envie d'en parler, par contre. Alors, c'est comme tu le sens. Moi, c'est-à-dire comme ça, moi, j'ai complètement oublié que j'étais trans. Hein. Bah ça ouais. n'a plus aucune espèce d'importance. C'est pour ça que je voulais pas non plus aborder ça dès le début. Néanmoins, oui. Parce que, rien que pour ça, rien que pour les violences sexuelles, je pense que j'en ai subi plus que d'autres. Puisque dans de nombreux cas dans ma vie, j'ai été moi-même victime. Pas forcément gravement, hein, j'ai pas d'agression très grave, hein, je le dis tout de suite, mais nombreuses quand même. Comme tout ce qui a un vagin. Hein, j'ai envie de dire que c'est relativement inévitable. Alors les hommes sont victimes aussi, mais les femmes sont beaucoup victimes des hommes, parce que la prédation est du côté masculin vers le féminin, quoi. Donc même si j'ai toujours été trans, moi, j'ai toujours été de genre masculin, et même si ça se voyait grave, puisque j'étais ce qu'on appelle communément une grosse bouche. Bon, évidemment, le fait d'avoir la barbe fait que ça va un peu mieux. Quoique, hein, ça peut m'arriver de me faire agresser sexuellement, ne serait-ce que dans mon bureau, par une plaignante un peu fragile qui va me sauter dessus pour m'embrasser parce qu'elle est en pleine crise, et que donc là je peux pas recueillir ni de plainte ni quoi que ce soit, parce que voilà, les troubles mentaux on n'en parle pas, mais ça se déverse beaucoup au commissariat, hein. Donc je me suis déjà fait agresser physiquement, sexuellement, par des plaignants qui vont très mal et qui sont en pleine agitation, ouais. Mais oui, non, le fait d'être trans, ça me permet aussi d'être humaniste, c'est-à-dire de me mettre à la place des minorités. On est quand même la minorité de la minorité LGBT. On est quand même maintenant, être homo, ça passe plus ou moins, être trans, ça passe moins. Et puis les gens vont dire, oui, mais vous charcutez les enfants. Ben non, moi je connais pas de chirurgien trans qui charcute les enfants. Tous les chirurgiens qui font ça sont plutôt des cis, justement. Et donc moi non, je charcute pas les gens, je veux pas qu'on me compare à Mengele. J'ai transitionné très tard, médicalement, parce que je voulais des enfants de mes gènes, je voulais un enfant de mes gènes au moins, d'ailleurs je l'ai eu. C'est mon épouse qui l'a porté, donc le fait d'être trans n'a eu aucune incidence dans ma vie, si ce n'est qu'il a fallu que je milite tout le temps pour faire absolument tout ce que j'ai fait, c'est-à-dire me marier, avoir un enfant, faire une PMA en Espagne, adopter ensuite l'enfant de mes gènes, puisque comme c'est pas moi qui en ai accouché et que je ne suis pas un mâle biologiquement, il fallait adopter l'enfant qui me ressemble comme 2 gouttes d'eau. Enfin, c'est quand même hyper injuste tout ça, mais c'est la loi, donc moi je m'y suis plié parce que je suis policier. Non, oui, ma transidentité n'a pas de... D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'on dit ma transidentité, mais les gens sont jamais contents, en fait. Parce que quand j'étais
trans, mais que j'acceptais quand même qu'on parle de moi au féminin et tout. Les gens voyaient bien que j'étais de genre masculin. J'étais vraiment une grosse bouche absolue. Déjà mon Butch, nom. je précise, hein, c'est vocabulaire plutôt LGBT. C'est lesbienne, très masculine. Très masculine, ouais. Voilà. Et donc déjà, donc j'étais hétérosexuel, enfin dans le sens où j'étais attiré que par les femmes. J'étais très viril entre guillemets, mais même limite viril dans la masculinité toxique. Le fait d'avoir une barbe me permet d'être quand même plus sympa avec les femmes quelque part. Puisque en tant que butch, peut-être, surtout dans les années 90, moi j'étais ado dans les années 90, c'était plutôt bien vu d'être viril de la manière la plus débile d'être viril. Et les gens n'étaient pas contents quand même. C'est-à-dire que les gens étaient... Je me suis fait, par exemple, de nombreuses fois agresser pour mes poils au mollet. Parce que si les gens voient une paire de nichons, pourtant tout petits, hein, et des poils au mollet noirs et foncés sombres, car je suis très brun et quasiment hyper tricotique, ils t'agressent physiquement. Voilà, ça il faut le savoir. Les poils, les femmes cisgenres ne peuvent pas du tout avoir de poils. Sinon, elles se font agresser verbalement tout le temps. Dans tous les lieux de public, dans tous les lieux publics, dans tout le temps. C'est impossible de ne pas avoir les demi-jambes faites. D'ailleurs, Virginie Despentes en parle dans Les Jolies Choses, je crois, à un moment, son personnage veut sortir les demi-jambes pas faites et son pote lui dit non, ça par contre c'est pas possible. Tu vas te faire, enfin je sais pas ce qu'il lui dit, mais en tout cas c'est vrai que c'est pas possible quoi. Enfin on peut pas, ça met en danger et je dis pas que j'ai commencé à prendre la testo pour avoir la barbe pour que ça se voit plus, que j'étais un homme pour qu'on me lâche avec ça, mais un peu. C'est-à-dire que rien que ça. Voilà, je voulais juste faire un petit point, parce que peut-être que, voilà, je trouvais ça chouette qu'on n'ait pas besoin d'en parler, parce que, comme tu dis, ça n'a pas impacté, mis à part que tu as dû militer pour avancer et bâtir ta vie, quand même. Mais dans le sujet qui nous intéresse, que tu sois trans, que tu sois cis, ma foi, dans ton métier, enfin, voilà, quoi. Oui, surtout dans la mesure où ça ne se voit pas et où moi-même j'ai oublié. Mais c'est de là d'où je viens et j'en suis fier et je ne le cache pas non plus. C'est-à-dire que si on m'en parle, je le dis. Dans la police, t'as dû militer, Non, bizarrement moins qu'ailleurs, je pense. Les flics sont un peu, on a la réputation d'être un peu réac, etc. Mais comme ils sont pas forcément militants, c'est comme ça, quoi. Enfin, je veux dire, s'ils m'aiment bien, je suis efficace, je travaille bien. D'ailleurs, tout le monde le sait pas. Hein. J'ai beaucoup de jeunes. Maintenant que c'est ancien, tout le monde n'est pas au courant. Puis même ceux qui m'ont vu transitionner, ils s'y sont fait. Non, les flics sont sympas, en fait. Oui. Les gens de manière générale sont sympas. Faut pas. C'est comme les paysans. Des fois, la communauté parisienne LGBT a peur de la campagne, de la ruralité, des chasseurs, des flics, des militaires, en voyant ça comme une bande de fachos. La vie est plus complexe que cela. Hein, et je connais des gens qui sont trans et qui sont flics et qui sont militaires je connais des écolos qui chassent. Je connais des gens qui sont pas alcooliques, qui ont des fusils. Non, la vie est plus complexe que ça. Et d'ailleurs, le fait d'être policier enlève plein de préjugés parce qu'on voit la société vraiment telle qu'elle est, c'est-à-dire hyper complexe et chaque individu doit être jugé pour lui-même. Dernier point, dernier mot, quelque chose. Fini, enfin, prends ton bout de chocolat. Tu joues à quoi comme jeu d'ailleurs, jeu vidéo? Elden Ring, tu as fini Elden Ring? Moi, je joue à plein de jeux vidéo, mais je joue toujours à Baldur's Gate depuis 1998. Quand même. Pierre, mon train est dans 1 heure. Ouais, mais Baldur's Gate, il y a le nouveau qui sort en plus, t'as vu? Il y a l'alpha. Mais je l'ai déjà la version. L'alpha sur Steam. Il rame de ouf, mais. C'est quel jeu? Baldur's Gate. Il y a le 3 qui est sorti. Là, c'est un jeu d'aventure. Mon mec, Donjons et Dragons, voilà, Medieval Fantasy. Dernier point, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais te dire, quelque chose que tu n'as pas pu ou le dire? Est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu as envie de t'exprimer? Oui, non, mais je voudrais juste que les gens n'aient pas trop de préjugés sur les gendarmes et les policiers. C'est des gens comme vous. Si ça se passe mal avec un gendarme ou un policier, il y en a d'autres. Voilà. Si votre affaire n'a pas abouti, c'est pas que la justice est profondément vilaine, c'est qu'aussi qu'il faut des preuves, il faut des trucs. Voilà. Et donc, n'ayez pas peur de déposer plainte, surtout pour les choses... Enfin voilà, la police a vraiment fait des progrès et la plupart des forces de l'ordre et les gendarmes aussi et tout le monde a fait des progrès et on prend en compte la souffrance des gens, on les écoute. Voilà. Merci Arnaud. Infiniment, merci.
Je vais commencer, puisque Mathilde est en train de réfléchir apparemment. Il est toujours là, Arnaud, il est devant nous, il mange sa viennoiserie, il le mérite, parce qu'il a donné tout son cœur et une moitié de hanche, quand même. C'est ça, il a montré un super tatouage. J'ai du mal à le décrire, hein, désolé, parce que c'est un tatouage, donc c'est toujours difficile. Incroyable, fascinant. Quel casting de nouveau, Mathilde, tu as pris la décision de prendre Arnaud pour cet épisode qui traite du dépôt de plainte avec un angle absolument unique. Enfin, c'est vraiment quel invité. Ça m'a touché, bouleversé. Je crois qu'on a un excellent épisode. Tout ce qu'on n'a pas pu mettre dans le montage final, on le mettra en bonus pour nos abonnés premium qui peuvent nous suivre sur Patreon. Moi, j'étais vraiment impressionné sur différents points, justement, les différences, en fait, entre consentement, non-consentement, plaisir, des choses qu'on peut aussi aborder parce que on parle beaucoup de violence sexuelle, mais aussi on peut parler de sexualité, de bien différencier les choses, de différencier les registres. Il y a beaucoup de salauds, il y a beaucoup de pervers, il y a beaucoup de connards. Et il y a aussi des crimes et tout ça. C'était vraiment fascinant. Ça m'a ouvert les chakras sur la police. Maintenant, je peux du coup juger ce corps de métier de manière un peu plus subtile que j'avais auparavant. Et c'était parfait. C'était incroyable. Je sais pas. C'était super. Je peux enchaîner directement du coup. Moi, j'ai un rapport un petit peu différent de Pierre par rapport à Arnaud, du fait qu'on se connaisse déjà, mais aussi du fait que, voilà, évidemment, vous le savez pas, mais il y a une partie de ma famille qui est militaire. Donc cette ambivalence et cette complexité surtout dont parlait Arnaud, je la connais. Oui, effectivement, il y a l'image qu'on se fait des gens, il y a leur complexité, il y a leur propre peur aussi. Il y a le fait que policiers, gendarmes, militaires, ce sont des métiers très difficiles, pas bien payés forcément. Et puis, moi, il y avait surtout quelque chose qui m'avait beaucoup frappée il y a plusieurs années, un concept que je ne connaissais pas du tout qui s'appelle le stress vicariant, en fait. Et donc, du coup, qui est un stress qui a accumulé à force d'être confronté à des situations horribles. Arnaud, il a parlé de ces 2 burn-out tout à l'heure, effectivement, et de peut-être la potentialité de comment il va gérer le 3e. Mieux, effectivement, on l'espère aussi. Donc voilà, ce stress vicariant, comment est-ce que les métiers qui sont confrontés à la violence, comment est-ce qu'ils peuvent le gérer au final? Comment est-ce qu'ils peuvent vivre avec? Et c'est une question que, en tant que personne à métier lambda, j'ai envie de dire, nous, on n'a pas forcément à se poser. Voilà ce que je voulais dire sur cet épisode. J'aimerais ajouter sur la justice restaurative, il a un peu évoqué. Moi, j'ai vécu en Inde pendant 10 ans. Là, en fait, il y a ce qu'on appelle panchayat, des conseils, justement, quand il y a une sorte de justice qui est en fait ancestrale, traditionnelle. Donc ça, c'est encore un autre point et peut-être un autre sujet. Beaucoup de choses aussi qu'il a exprimées. J'étais vraiment intéressé par ses écrits. Je serais vraiment intéressé pour lire sa littérature, vraiment très curieux. Il y a 2-3 petites choses parce que oui, c'est vrai, il y a un point que j'aurais quand même évoqué, peut-être mon dernier, c'est pour les victimes donc quand j'anime les groupes qui ont beaucoup de mécompréhension, d'ignorance, d'attente incroyable, vraiment écoutez ce podcast parce que l'épisode qu'on a eu, il est fascinant sur l'envers du décor. Beaucoup de mauvais retours. La plupart du temps, c'est 95% des victimes que j'ai qui viennent au groupe, mais c'est une petite portion de la population qui est victime, ont une très mauvaise expérience. Et il faudrait des Arnaud à tous les commissariats, tous les gendarmeries, il faudrait des Arnaud parce que c'est incroyable son approche. Il en bave beaucoup, en fait. Donc, c'est vraiment admirable ce qu'il fait. Donc, de transformer après toute cette merde en or. Et je suis sûr que ses écrits sont le reflet de sa bienveillance et de cet être beau. Merci Pierre, je vais rater mon train. Coup de cœur numéro 3, coup de griffe, carte blanche. C'est la rubrique où on a 2 minutes chacune pour pouvoir s'exprimer librement. Donc, pour être aussi honnête, on enregistre un peu en décalage. On avait commencé les épisodes en fait au moment des élections, donc j'avais forcément des choses à dire au moment des débats entre les candidats et candidates. Donc, je vais pas le faire, mais un peu dommage. J'ai surtout parlé de mon parcours aussi, notamment le fait que j'ai fait une randonnée en fait. J'ai fait le GR5, donc c'est la grande traversée des Alpes.
entre près de Genève, on va dire, et près de Nice, pour faire court. Donc c'est une grande traversée du massif alpin en fait en France qui longe la frontière suisse puis italienne, et c'était donc 30 jours incroyables en fait de retour aux sources quoi. C'était formidable d'être en fait à l'écoute et à l'épreuve avec mon corps, parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait de manière autant et intense. Donc c'était une période de ma vie où j'avais aussi atteint une libération et vraiment j'étais arrivé à l'arrivée en fait. C'est-à-dire que ça c'est encore ce sera pas un autre épisode, mais j'étais arrivé à la résilience, c'est-à-dire que par rapport au traumatisme que j'ai vécu. Et donc la randonnée a été quelque chose de formidable. Ça a été une marche, un exercice en fait quotidien, mais surtout une rencontre avec mon corps, parce que c'était ça en fait. Il fallait gérer, c'est-à-dire que c'est ça qu'il fallait en fait tout de suite prendre soin, où se trouve l'eau, où dormir. Il y avait des questions essentielles, ancestrales en fait, que l'humanité s'est posées. Et je retournais en fait à ces choses fondamentaux. Ça m'a permis en fait de me retrouver mon corps en fait, parce que quand on dit retrouver soi-même, ça peut paraître abstrait. Et cette marche était poser les actes pour retrouver mon corps et vider ma tête et remplir mon cœur. Donc c'était tout ça à la fois. Donc c'était le GR5, je recommande de faire des grandes marches, c'est formidable. En t'entendant parler, je vais changer de... J'étais partie sur un coup de griffe, coup de gueule, et en fait, je repars sur un coup de cœur, parce que je ne peux pas ne pas parler de ce livre, qui est aussi un film qui s'appelle Wild, que vous avez peut-être vu, qui est l'histoire de Cheryl Strayed. Donc, c'est une histoire vraie, hein, cette jeune femme qui, effectivement, a vécu des choses terribles. Elle avait une très belle relation avec sa mère. La mort de sa mère a été une douleur abominable pour elle. Suite à la mort de sa mère, elle est tombée vraiment dans la drogue pour se procurer donc les substances. Elle allait jusqu'à se prostituer, simili-prostitution, c'est-à-dire vraiment, elle regardait pas du tout avec qui elle couchait, elle trouvait de l'argent où elle pouvait trouver, etc. Et un jour, elle a dit ça suffit. Je décide de remonter le Pacific Trail. Donc le Pacific Trail, c'est cette randonnée qui fait toute la côte pacifique de la Californie ou même du Nouveau-Mexique jusqu'au Canada. 3000 km à pied, hein, quand même. Donc elle part avec son sac qu'elle baptise Monster, parce que elle arrive même pas à le décoller. Elle, c'est une petite brindille, elle arrive à peine à décoller son sac. Et au fur et à mesure de sa randonnée de 3000 km, elle va vider son sac dans tous les sens du terme. Et c'est l'histoire de sa renaissance. Et moi, j'ai terminé ce livre durant des nuits où je pleurais vraiment sur chaque page, de tristesse, de soulagement. Voilà, j'ai marché avec elle dans mon lit. C'est une économie d'énergie pour moi, mais c'est vraiment un bonheur de lire son parcours. Et donc, je te rejoins complètement ce qu'on disait, hein, marcher, c'est avancer, dans tous les sens du terme. Nous aimerions vous solliciter en fait pour nous aider donc financièrement. Vous pouvez nous soutenir, nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous avons un Patreon, c'est-à-dire donc patreon.com/Bastalomerta. Vous pouvez nous retrouver et avec le prix d'un café, le prix d'un petit déjeuner, on va dire, nous soutenir chaque mois pour qu'on puisse donner les moyens à notre ambition, en fait, faire venir Mathilde depuis Lille, puisque nous enregistrons à Paris, par exemple. Donc voilà. La prochaine fois, nous recevrons Tevaïté, 34 ans, originaire de Tahiti, bilingue en japonais, qui a fait une licence de philo, ancienne victime de violences sexuelles et qui nous parlera de MeToo, de résilience et de justice. Merci à vous. Ensemble, on va avancer.